Bonjour à tous et bienvenue sur Gorshap Mania Watt et Gorshap 13. Alors nous allons continuer la lecture de Chrétien Jacques le Lotus d'Or. Donc nous passons sur le stream livre, lecture. Et voilà. Alors, voilà le livre. Nous en sommes au chapitre 7. Nous allons essayer de lire le chapitre 7 et le chapitre 8. Ça devrait être comme ça puisque d'habitude on le fait. Adore. Chapitre 7. Depuis plusieurs semaines, le pharaon Houni ne présidait ni fête ni rituel et ne se rendait même plus au temple, où un délégué le remplaçait. Il peinait à s'alimenter et en moins d'un mois, il avait perdu 10 kilos à 60 ans. C'était un vieillard aux cheveux blancs et à la peau ridée, conscient de son état. Grâce à de puissants calmants, il ne souffrait pas trop et passait le plus clair de son temps à sommeiller. Le médecin du palais finit de l'ausculter. « Alors, docteur, votre tumeur s'aggrave rapidement. Une maladie que je connais, mais que je ne peux guérir. Vous êtes condamné à brève échéance, Majesté. La chirurgie, à mon avis, inutile. Vous ne survivrez pas à l'opération. Presque tous vos canaux d'énergie sont bouchés. Combien de temps me reste-t-il? Très peu. Et la souffrance? Nous avons les moyens de la combattre, mais en réduisant votre lucidité. Quand je déciderai, tu mettras un terme à mon existence terrestre. Fais venir mon Premier ministre. » Le praticien s'inclina et sortit de la chambre. Houni présumait qu'il serait le dernier souverain de la dynastie fondée par Djeser, son illustre prédécesseur qu'aucun après lui n'avait surpassé, ni même égalé. Un certain souffle s'était éteint, la puissance du pays s'amoindrissait. Parmi les responsables, Houni lui-même, qui s'était contenté de l'acquis. Sur le tard, il avait regretté son immobilisme et ordonné de bâtir loin au sud de Memphis un monument plus fabuleux que celui de Djeser. Les travaux avaient à peine débuté lorsque les premiers symptômes de la maladie, hélas fulgurante, s'étaient manifestés. Vu l'ampleur du projet, autant y renoncer et interrompre le chantier. Houni n'avait plus la force de lutter. Son ultime tâche consistait à proposer un nouveau pharaon au Grand Conseil. Et ce ne serait ni son épouse, ni ses enfants, qui s'étaient tenus loin de l'administration du pays et n'éprouvaient aucune envie de gouverner. Le Premier ministre Khagemni n'avait pas un cheveu blanc, mais il était légèrement voûté et se déplaçait avec difficulté à l'aide d'une canne. Sans vouloir t'offusquer, lui dit Houni, qui s'était installé sur un trône simple et rustique pour recevoir son principal collaborateur, tu me sembles fatigué. Épuisé serait plus juste, Majesté. Ma 80e année est trop lourde à porter, et je profite de cette entrevue pour solliciter une faveur. Le moment est venu de me remplacer. Tu m'étonnes, 80 ans. Tu sais mieux que quiconque qu'un pharaon n'est pas autorisé à accorder la moindre faveur à son Premier ministre, sous peine de violer la loi de Math. De plus, dans les circonstances présentes, je ne vois personne d'autre capable d'assurer la continuité de l'État. Majesté, toi et moi n'avons jamais vu la réalité, en essayant de servir comme il se doit à notre pays. Mes jours sont comptés. Khagemni, bientôt, je ne serai plus. Bien entendu, 1000 rumeurs circulent. Bien entendu. Où en est-on de mon successeur potentiel? Proche de votre majesté, la famille du jeune Rek, scribe d'élite, répète à qui veut l'entendre que vous l'avez désigné, et qu'il ne déplaît pas au Grand Conseil. À toi, en revanche, il ne plaît pas beaucoup. On ne s'est jamais menti. Vous l'avez rappelé. Le pouvoir pour le pouvoir aboutit à une catastrophe. Oh, excusez-moi. J'ai sauté une ligne. L'ambition ne suffit pas pour faire un bon roi. Vouloir le pouvoir pour le pouvoir aboutit à une catastrophe. Quels que soient les dons de Rek,
il ne rendra pas l'Égypte heureuse. Mon choix te paraît donc mauvais? Oui, Majesté. D'après mes informations, le Grand Conseil est divisé. Sans être décisive, votre parole pèsera un poids certain, et le nom que vous prononcerez ne sera pas négligeable. Qu'en est-il de l'enquête que je t'ai confiée? Elle confirme pour l'instant mes doutes. Je devrais donc changer d'avis? Oui, Majesté. Ressentant une douleur aux limites de tolérable, Ouni absorba un cachet. Ton rapport sur l'entretien des canaux à l'irrigation, rien de grave à signaler, mais une sévère remontrance à 2 chefs de province qui n'ont pas rempli toutes leurs obligations. Même le petit serpent a du venin, et la petite négligence devient la mère d'une grosse. Effectivement. Je lirai ton rapport, Kagimni, et nous aurons notre dernière entrevue. Majesté, je rendrai une ultime visite à mon ancêtre Djeser afin de contempler sa pyramide à degrés, cet escalier vers le ciel. Mes actes seront mis en tas à côté de moi, et j'espère que le tribunal divin, qui n'est pas réputé pour son indulgence, m'ouvrira la porte du bel Occident. Ok. Donc chapitre 7 terminé. Un petit coup de café. Chapitre 8. L'avance de Rek diminuait peu à peu. En courant au bord du canal, il avait d'abord distancé Snefrou, parti plus lentement, mais au souffle inépuisable, et son ami finit par le doubler, sans changer de rythme, avec une régularité implacable. Histoire du lièvre de la tortue. Le lendemain, c'est l'examen final à la haute école des scribes. Le classement déterminerait la répartition des étudiants dans les différents ministères. En retrouvant de l'énergie, Rek était décidé à reprendre la tête de la longue course que s'octroyaient les 2 jeunes gens, afin de se détendre. Snefrou s'immobilisa. Sans doute épuisé, Rek allait le dépasser. Son ami tendit le bras et hurla. « Arrête-toi » Rek stoppa brutalement. « Qu'y a-t-il ? Regarde !» À une dizaine de pas, il aperçut 3 vipères à cornes qui, parallèles les unes aux autres, traversaient en ondulant le chemin de halage. Drôle de signe, estima Snefrou. Quel sens a-t-il? Simplement un grand danger. 3 morsures de ces sales bestioles et on est mort. Elles venaient du canal où elles sont sans doute allées boire. Je meurs de soif. Moi aussi. Soyons prudents en descendant jusqu'à l'eau. Pas d'autres reptiles en embuscade, les 2 amis se désaltèrent, puis s'assirent sur la berge. Tu te sens fin prêt? Interrogea Rek. Oui et non. Qu'est-ce qui te tracasse? L'analyse des comptes du trésor. Elle ne sera pas facile. Le professeur multipliera les pièges. Ne t'inquiète pas, tu t'en tireras au mieux. Ne nous mésestimons pas, Snefrou. Nous sommes les meilleurs de cette promotion. Il y aura un premier et un deuxième. Vu l'avenir qui m'attend, ne crois-tu pas qu'il serait préférable que le premier ce soit moi? Je te le souhaite. Non, nous valons tout dans toutes les matières. Ne faudrait-il pas forcer un peu le destin? De quelle manière? Si tu commettais volontairement 2 ou 3 petites erreurs. Snefrou se révolta. Tu me recommandes de tricher? Non, non, j'ai émis une idiotie. Pardonne-moi, c'est notre dossier libre qui nous départagera. Quel thème as-tu choisi? Tu ne le croiras pas. Gardons nos options secrètes, décida Rek. Comme ça, on se surprendra mutuellement. Les visages étaient graves, l'atmosphère pesante. À une bonne distance les uns des autres, les étudiants rassemblés dans la plus grande salle de la haute école découvrirent les questions auxquelles ils devaient répondre en écrivant de la façon la plus lisible possible. Astronomie, géométrie, mathématiques, économie, géographie, gestion. Dans chaque discipline, un savoir pointu était exigé. Première tâche essentielle. Préparer ces couleurs en diluant, avec doigté, des pains d'encre noire et rouge. Le début d'un paragraphe se rédigeait en rouge, le reste du texte en noir. Chaque élève disposait d'une palette relativement fatiguée par un usage intensif,
et de papyrus remployés. Après effacement à la gomme des inscriptions précédentes, il convenait aux examens. En silence, les étudiants versèrent quelques gouttes d'eau à la mémoire d'Imhotep, le maître d'œuvre de la pyramide à degrés du pharaon Djéser, et le plus savant des scribes. Comme d'habitude, Snéfrou et Rek furent les plus rapides à préparer leur matériel. Ils commencèrent à répondre aux questions avec une concentration maximale, songeant aux dieux qu'il avait révélés aux humains. La langue sacrée des hiéroglyphes, Snéfrou lui adressa intérieurement une courte prière. « Toi, Thoth, j'ai rempli d'eau ton godet, guide ma pensée. En affrontant cette épreuve, comment ne pas se souvenir que l'appellation rituelle de la palette de scribe était « entendre et voir ». J'appelle Snéfrou, le premier de cette promotion. Gêné, la tête basse, l'étudiant se détacha de ses camarades. Aucune erreur dans tes réponses, indiqua la trique, et une écriture d'une limpidité appréciée de tous les professeurs. En revanche, le thème de ta rédaction libre en a étonné plus d'un. La symbolique du sycomore, arbre du bel Occident, et la nécessité d'en planter davantage, tant pour leurs fruits que pour leur ombre bienfaisante. Le plan que tu proposes est raisonnable, et ton exposé présente un intérêt relier le sacré au quotidien. Tu as assimilé l'essentiel de notre enseignement Snéfrou. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous avons lu le chapitre 7 et le chapitre 8 avec difficulté aujourd'hui. Hop, nous cornons la page. Alors, j'apprécie pas de faire ça, mais bon, c'est un pocket, donc ça m'embête moins. Donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois sur Gorchap Manirouette et sur le stream en ce qui concerne la lecture. Bye les poulets, ciao.